Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de frites et sciences. Frites parce que voilà, nous sommes chez Patatech, sciences parce que nous allons parler de science avec notre invité du jour, Hervé Lamy, astrophysicien de l'Institut Royal d'Aéronomie de Belgique, l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique, l'Institut Royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique, voilà, c'est écrit. L'aéronomie, Hervé, tout d'abord, bienvenue, mais l'aéronomie, expliquez-nous, c'est quoi l'aéronomie spatiale? Bonjour, mais d'abord merci beaucoup pour l'invitation et merci de venir. Alors, l'IASB, en fait, en cours, donc l'aéronomie, c'est en fait l'étude de la physique et de la chimie de la haute atmosphère, essentiellement. Donc, on va dire que l'IRM, qui sont nos voisins sur le plateau Buc, ils étudient la basse atmosphère, la météo. Nous, on étudie ce qui se passe au-dessus. Et alors ça s'étend jusque dans le domaine interplanétaire, donc ça implique également l'extension de l'atmosphère dans le milieu interplanétaire, donc tout ce qui entoure la Terre, l'ionosphère, la magnétosphère, les interactions avec le vent solaire et les atmosphères planétaires, donc Mars, Vénus et autres. D'accord. Mais pas avec les mêmes instruments, j'imagine, et pas de manière simultanée non plus. Non, bien sûr. Chacun spécialisé. Voilà, chez nous, on a des groupes qui étudient plus l'ozone, par exemple, et des choses comme ça. Mon groupe, qui est le groupe physique spatiale, étudie vraiment la partie haute de l'atmosphère, ce qu'on appelle l'ionosphère, et son extension dans le milieu interplanétaire. L'ionosphère, en gros, c'est quoi? C'est 50 km d'altitude? Non, c'est un peu plus haut, ça commence, on va dire, ça commence à 60-70, mais ça commence vraiment à être intéressant, on va dire, à partir de 85-90, c'est quand il y a suffisamment de particules ionisées, des électrons, des ions, qui sont essentiellement ionisés, mais pas uniquement par le rayonnement solaire. Et donc l'atmosphère neutre reste encore largement dominante à ces altitudes-là, mais d'autres phénomènes qu'on étudie commencent à avoir de leur importance. Alors, dans votre domaine d'études, il y a les météores, et c'est des météores qu'on va parler aujourd'hui. Je vois que la présentation de PowerPoint commence à tourner. Expliquez-nous, c'est quoi un météore fondamentalement? Oui, alors les météores, déjà, c'est un phénomène qui se produit vers 85-105 km d'altitude, donc on rentre tout à fait dans le domaine dont je viens de parler, en altitude. Alors, il y a en fait trois termes qui se ressemblent très fort et qui sont indiqués là en anglais: météoroïde, météore et météorite. Ça désigne trois phénomènes, enfin trois choses différentes en fait. Le météoroïde, c'est véritablement l'objet lui-même. Alors, si on suit la définition exacte, c'est toute particule solide qui orbite dans le système solaire et qui a une taille entre 30 microns et 1 mètre. Au-delà de 1 mètre, maintenant c'est considéré comme un astéroïde. Donc ça va jusque par exemple l'astéroïde que TASS a publié récemment. Voilà. Donc en dessous d'1 mètre, ce sont des météorites. Ces particules, elles orbitent depuis très très longtemps dans le système solaire et leur trajectoire évolue. Et de temps en temps, elles rentrent, à un certain moment donné, elles rentrent en trajectoire de collision, je dirais, avec la Terre et elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre à très haute vitesse. Dès lors, elles s'échauffent. En fait, quand elles arrivent justement vers les couches plus denses de l'atmosphère, vers 190-100 km d'altitude, elles s'échauffent très fortement et elles sont vaporisées. Donc toutes ces particules, toutes petites, sont vaporisées, ne représentent aucun danger pour nous sur Terre. Mais on va dire la partie... Les gros cailloux, par contre, voilà. C'est plus inquiétant. Ah, les gros cailloux, moi je les étudie pas, mais effectivement, tout ce qui est plus grand que quelques mètres commence à poser évidemment un danger. Et puis quand on arrive à des objets style astéroïdes 50-100 mètres de diamètre, là forcément on a un gros danger, mais heureusement il n'y en a pratiquement jamais. Par contre, des toutes petites particules, comme j'ai dit, millimètres ou un plus petit que ça, il y en a encore des millions en permanence dans l'atmosphère terrestre. Et donc quand elles s'échauffent, elles produisent, alors les plus grandes d'entre elles en tout cas, produisent un phénomène lumineux. L'échauffement, c'est à cause de la friction de ces particules sur l'atmosphère, mais c'est à des vitesses incroyables, c'est pas juste... Voilà. C'est des milliers de kilomètres heure, des dizaines. Les particules qui rentrent dans l'atmosphère ont au minimum à peu près 40 000 km/h, mais elles peuvent être beaucoup plus rapides encore. Donc effectivement, c'est la friction avec les molécules de la haute atmosphère. Et ça produit deux phénomènes. Pour les plus grosses, ça produit un phénomène lumineux, c'est le météore qu'on voyait avant. Donc en fait, c'est le phénomène lumineux, c'est ce qu'on appelle l'étoile filante, de manière plus commune, c'est ce que vous pouvez voir, vous pouvez en voir tous les jours, toutes les nuits, si vous avez de la chance et si le ciel est clair.
Par contre, pour les plus grosses, effectivement, mais là on parle d'objets, on va dire, de quelques dizaines de centimètres, une partie est vaporisée dans la haute atmosphère, mais pas tout. Et donc une petite partie peut traverser l'atmosphère et tomber au sol, et on peut la retrouver sous forme de petits cailloux, c'est ce qu'on appelle une météorite. Donc c'est ça la différence entre les trois termes. Météoroïde, l'objet lui-même, météore, c'est le phénomène lumineux, et météorite, c'est le résidu éventuel qu'on peut trouver au sol. Alors sur le slide suivant, pardon, donc quand on a vraiment des gros objets, mais là on tombe dans le domaine astéroïde, puisque c'est plus grand qu'un mètre. Ici par exemple on a un bolide, on appelle ça en fait un bolide ou un fireball en anglais, une boule de feu. On voit ici un exemple extrême qui s'est produit au-dessus de la Russie en février 2013, au-dessus de Chelyabinsk. Et en fait, cet objet qui est rentré dans l'atmosphère avait un diamètre de 19 mètres, donc c'est extrêmement rare évidemment, et ça a provoqué une explosion à 25-30 km que l'on voit ici. Attitude. Ça explose. Voilà. Mais on vient de dire que la plupart des autres objets dont j'ai parlé avant, ils ne descendent pas en dessous de 90-85 km pour la grande majorité d'entre eux. Mais un objet qui fait 19 mètres de diamètre, lui, il aurait pu atteindre le sol. S'il l'avait fait, il aurait provoqué des dégâts considérables. Là, il a explosé à 25-30 km d'altitude, et l'onde de choc a quand même provoqué énormément de dégâts, bris de vitres et autres au niveau du sol, mais enfin non, que des blessés légers. C'est assez impressionnant. Ce phénomène-là, contrairement aux météores qu'on peut observer la Lune, oui, qui ont l'air d'être, enfin, c'est des étoiles filantes, quoi, en quelque sorte, ça dure quelques secondes, voire quelques fractions de secondes. Là, c'est un phénomène qui dure beaucoup plus longtemps. Là, ça a duré, oui, celui-ci a duré de longues secondes, je pense. On a énormément de vidéos, même si j'en ai pas ici sous la main, mais on a énormément de vidéos parce qu'en Russie, ils avaient des caméras pour des raisons de surveillance, des webcams à l'avant des voitures pour les questions d'assurance apparemment. Donc ça a été extrêmement bien enregistré. Il y a énormément de vidéos et on voit aussi ici un phénomène extraordinaire parce que c'est brillant en plein jour. Donc c'est une explosion qui était extrêmement brillante. Donc on peut passer au slide suivant. Ben, c'était une vidéo, mais on va peut-être passer parce que je suis pas sûr qu'elle joue. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi au niveau des météores. D'où vient-il? Voilà, exactement. La première chose qu'il faut savoir, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il en tombe en permanence dans l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la composante sporadique. Et ces objets, ces petites poussières, elles peuvent venir d'un peu partout, mais essentiellement elles sont d'origine astéroïdale, on va dire. Donc provenant de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais à certaines périodes de l'année, on constate une augmentation du nombre de météores qu'on peut voir la nuit. Et ça se produit, comme c'est illustré ici, quand la Terre croise l'orbite d'une comète. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'illustrer. Vous avez le Soleil au centre, l'orbite de la Terre, donc, plus ou moins dans le plan horizontal, et vous voyez l'orbite d'une comète qui tourne autour du Soleil, avec une période plus ou moins longue. Et on voit qu'elle croise l'orbite de la Terre à un moment donné. Et en fait, une comète, c'est quoi? C'est essentiellement une boule de neige ou de glace sale, donc c'est de la glace qui contient beaucoup de poussière, justement. Et chaque fois qu'elle s'approche du Soleil, en fait, elle s'échauffe, ou aussi, et elle libère des poussières dans sa trajectoire. Et ces poussières, évidemment, vont continuer à suivre la comète le long de la trajectoire, mais quand elles sont de masse beaucoup plus petite, elles vont être influencées par l'attraction, par exemple, des planètes géantes et ce genre de choses. Donc, les trajectoires vont évoluer au cours du temps. Mais, néanmoins, elles sont plus ou moins sur la trajectoire de la comète. Donc, chaque année, quand la Terre va croiser l'orbite de cette comète, eh bien, elle va croiser un nuage de poussière qui a été déposé le long de l'orbite, mais peut-être parfois il y a 100 ou 150 ans ou 50 ans. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une augmentation de l'activité du nombre de météores que l'on peut voir la nuit. En particulier, donc si on passe au slide suivant, les plus connus actuellement, et c'est loin d'être la seule évidemment, mais les plus connus, les plus populaires actuellement, ce sont les Perséides au mois d'août. Pourquoi? D'une part parce que le nombre de météores qu'on peut voir généralement la nuit est assez élevé, on parle de 50 à 100 par heure selon les années, mais aussi, ça dans des conditions vraiment idéales, hein, donc un ciel assez sombre évidemment. Et là, c'est en fait quand on croise l'orbite d'une comète qui s'appelle Swift-Tuttle, dont la période, je l'ai indiqué là, est de 133 ans. Donc cette comète revient tous les 133 ans autour du Soleil et produit de nouvelles poussières, mais on en croise chaque année en permanence. Donc pour l'instant, c'est un essaim extrêmement populaire, c'est pour ça qu'on parle de la nuit des étoiles filantes du 12 ou 13 août. C'est tous les ans. C'est tous les ans, et c'est aussi très populaire parce que c'est au mois d'août.
Mais par exemple, au mois de décembre, il y a les géminides qui sont au moins aussi actifs que les perséides. Donc on peut en voir autant, mais on a moins envie de sortir évidemment au mois d'août. Par contre, la nuit et les temps plus longues, en décembre, la nuit et les temps plus longues selon l'altitude. Oui, mais il fait froid. Il fait froid et la couverture météo. Voilà. Et c'est là que je vais en venir, je pense, dans le slide suivant, ou celui après, comme ça on peut passer celui-là. Voilà. Donc, comment on peut étudier ces météores? Parce que, bon, là, jusqu'à présent, je vous ai juste dit de quoi on parlait, mais comment on les étudie? Les moyens les plus courants, c'est d'utiliser des caméras, donc des réseaux de caméras. Et ici, je vous montre 3 exemples de caméras qu'on a installées. Donc, on n'est pas responsable du projet, mais néanmoins, on est partenaire. Donc, moi, je gère ces caméras. On voit 3 types de caméras et ça enregistre des données, etc. Voilà. On fait beaucoup de choses avec ça, on sait faire énormément de choses. Mais il y a 2 désavantages. C'est que, 1, on ne peut observer que la nuit. Et 2, on ne peut pas observer qu'il y a des nuages qui, eux, sont à basse altitude et qui, évidemment, cachent les phénomènes lumineux qui se produisent vers 90-100 km d'altitude. Donc, vous avez une alternative, vous n'observez pas, vous écoutez le météo. Voilà, disons qu'on fait des observations radio. C'est le slide suivant. Je pense. Ah oui, non, ça c'était. Non, pardon. Ça c'était des exemples. Ok, ça, voilà. Donc ici, nous, ce qu'on fait, c'est observer en radio. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand un météoroïde rentre dans l'atmosphère, il s'échauffe et il produit éventuellement un phénomène lumineux qu'on observe avec les caméras que je viens de vous montrer. Mais en radio, en fait, il crée aussi une traînée d'électrons dans son sillage. Et ça, c'est vrai pour aussi toutes les petites particules, même celles qui ne produisent pas de phénomènes lumineux, donc d'étoiles filantes. Et cette traînée que l'on voit ici, qui est représentée par la flèche jaune, en fait, nous, on a un émetteur qui est à droite, là c'est transmetteur, qui émet une onde radio vers le ciel, en permanence. Et cette onde radio, elle traverse l'atmosphère. L'atmosphère est transparente, donc elle ne réfléchit pas à l'onde radio, sauf quand, justement, cette traînée d'électrons se forme. Et là, pendant un certain temps, pendant la durée de vie de cette traînée, qui est très petite, généralement c'est une fraction de seconde, jusqu'à quelques secondes dans certains cas, l'onde radio est réfléchie et on peut la capter avec un récepteur, avec une antenne qui écoute, qui est calée, je dirais, sur la même fréquence que l'émetteur. Et donc c'est des antennes assez basiques du type de celle-ci. On va revenir sur celle-ci. Pas pour notre projet. Votre projet, c'est plus sérieux que ceci. C'est pas plus sérieux, c'est plus élaboré. C'est un peu différent. Donc effectivement, donc, avant de passer au slide suivant, je peux dire 2 choses. C'est les 2 avantages qu'on a à faire ces observations radio. La première, comme je l'ai dit, c'est qu'on peut faire 24 heures sur 24 parce que les ondes radio, ça traverse les nuages sans aucun problème. Et on peut observer de jour aussi parce qu'évidemment, au moment où on parle là, il y a des météores qui tombent dans l'atmosphère aussi. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête la journée. Aussi, comme je l'ai dit, on est sensible à des masses plus petites puisqu'on va pouvoir détecter des objets vraiment beaucoup plus faibles qui ne produisent pas de phénomènes lumineux, donc on ne pourrait pas observer avec des caméras. Mais par contre, en radio, on peut les détecter parce qu'il y a cette fameuse traînée qui se crée. Donc, on a un projet, je pense que c'est le slide suivant, donc ça on peut passer aussi. Voilà. Donc on a un projet qui s'appelle Brahms. D'où le lien peut-être avec la musique. Certainement. Voilà. J'imagine. Au départ, oui, c'est ça. Donc l'acronyme c'est Belgian Radio Meteor Stations. Et en fait, donc on utilise le principe que je viens de montrer sur le slide précédent, c'est-à-dire qu'on a un émetteur dédié qu'on voit sur la photo à gauche, au-dessus. C'est une grande table, en fait. C'est ça, là c'est la grande grille réflectrice et on a 2 petites antennes émettrices qu'on ne voit pas super bien sur la photo mais qui sont au centre. Et cet émetteur se situe, c'est le petit triangle bleu que vous voyez là tout près de l'encoche de la France, dans le sud de la Belgique, à Dourbe, qui est un site qui appartient à l'IRL. Et donc tous les points verts que vous voyez, y compris le point rouge, peu importe, tous les points verts que vous voyez, c'est toutes des stations de réception qu'on a installées en Belgique et dans les pays avoisinants. Alors on émet à une fréquence d'à peu près 50 MHz et une puissance de 130 watts, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on émet essentiellement vers le ciel. Voilà, donc voici par exemple quelques exemples de stations qui sont actives actuellement. Donc on a celle de Uccle en bas à gauche. À Mons, on est sur le toit de l'université du bâtiment de physique. À Overpelt, chez un particulier. Et en bas à droite, vous voyez l'antenne près de l'Eurospace Center à Rodu.
Ce que je veux montrer avec ce slide, c'est le type d'antenne qu'on utilise au niveau, pour le projet professionnel, je dirais, ce sont des antennes râteaux, comme on dit, des antennes Yagi 3 éléments, on voit les 3 éléments comme ça. Ce ne sont pas des antennes particulièrement compliquées en soi, mais elles ne sont pas ni faciles à monter, ni faciles à accorder, je dirais. Et aussi, elles ont une certaine envergure, elles font à peu près 3 mètres, elles se trouvent au sommet d'un mât, donc c'est pas facile ni à installer, ni à transporter. Donc elles sont fixes, en d'autres termes, une fois qu'on l'a installé, on espère qu'on l'a... Oui, enfin, de toute façon, nos antennes, effectivement, nos antennes, nos stations sont fixes. Maintenant, s'il y a un problème quelconque, on peut se déplacer. Mais je veux dire, elles ne sont pas faciles à transporter pour le projet dont je vais parler après, qui concerne les écoles. Écoutez bien les profs. Donc voilà le matériel qu'on utilise pour les stations de réception. Je ne rentre évidemment pas dans les détails techniques. Vous avez l'antenne d'un côté, vous avez juste un récepteur. Et alors le tout est contrôlé par un Raspberry Pi, en fait, qui est l'équivalent d'un PC. On a juste en plus des GPS qui évidemment ne sont pas là pour donner la position, mais pour donner une référence de temps extrêmement précise, en fait, qui nous permettent de synchroniser les données des différentes stations. Je ne rentre pas dans plus de détails ici. Maintenant, tout le matériel est en fait contenu dans un boîtier qu'on a développé pour le projet dont je vais parler après, mais qu'on utilise également. Comme ceci. Voilà, exactement. Donc c'est très très compact. Là-dedans, vous avez, alors ici vous avez le Raspberry Pi, ici le Raspberry Pi est là, ici vous avez le récepteur, et pour le reste, c'est du matériel supplémentaire. Mais donc, on a fait un boîtier qui est extrêmement compact, qui est très simple et qui est quasiment plug and play. J'ai envie de dire, vous avez 5 entrées ici, 2 pour les GPS, une pour Internet, une pour le courant, et la dernière c'est le câble qui vient de l'antenne, forcément. Et donc, en fait, une fois qu'on branche tout ça à une antenne, ça commence à enregistrer et ça fonctionne automatiquement. Donc, relativement simple. Alors, voilà le genre de données qu'on enregistre. Donc, il y a déjà un certain traitement, mais qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Donc, d'abord, on a 5 minutes de données ici. Donc, ce que vous voyez horizontalement, c'est 5 minutes, c'est le temps. Verticalement, c'est la fréquence. La ligne et alors la puissance, donc l'intensité du signal, la puissance, c'est codé en couleur. Donc quand c'est bleu, c'est très faible, c'est le bruit ambiant qu'on capte avec l'antenne. Et quand c'est très rouge, c'est très, très brillant. Et entre les deux, ben, c'est vert-jaune. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un signal horizontal là, plus ou moins au milieu. Ça, c'est le signal de notre émetteur, en fait. Donc c'est le signal, alors on émet la plupart de la puissance vers le ciel, mais il y a quand même une petite partie qui se propage au niveau du sol et qu'on capte quand même à certaines stations. Là, c'est le cas. Alors, vous voyez tous ces traits, les petits traits, on les voit surtout à droite, les petits traits verticaux, eh bien ça, ce sont ce qu'on appelle des échos de météores. Donc, c'est la fameuse réflexion de l'onde qui va vers le ciel, qui se réfléchit sur la traînée et qui est captée par le récepteur et l'antenne. Alors, pourquoi est-ce que ça paraît aussi vertical? Parce qu'en fait, c'est très court. Comme j'ai dit, la plupart des particules créent une traînée qui dure une fraction de seconde. Et donc, ça apparaît verticalement, c'est parce que c'est très très court en fait. Mais de temps en temps, vous avez un objet plus gros, quelques centimètres éventuellement, qui peut provoquer, qui peut provoquer la grosse patate jaune ou rouge que vous voyez à droite. Et là, ça veut dire qu'on reçoit énormément de puissance. Alors pourquoi est-ce que c'est plus long? Parce que c'est une plus grosse particule qui a créé une traînée d'électrons plus grande, et donc qui met beaucoup plus de temps à se dissiper. Donc l'onde radio réfléchit beaucoup plus longtemps, et on a ce côté un peu turbulent qui fait qu'on a des choses assez complexes comme signaux au retour. Alors, sur le... Oui. Puis il y a des diagonales, là, on voit aussi des oui. diagonales qui ont l'air de durer très longtemps. Effectivement, ces longues réflexions que l'on voit là, effectivement, s'il y a un autre très bon réflecteur d'onde radio qui circule dans le ciel, effectivement, ce sont les avions. Les avions qui passent à proximité de l'émetteur, en fait, ce sont des grosses carcasses métalliques, et donc c'est un excellent réflecteur d'onde radio. Et évidemment, comme on envoie notre onde radio pour, je dirais, couvrir une superficie la plus large possible, puisqu'on ne sait pas à l'avance où vont tomber les météores, donc forcément, quand l'avion traverse cette zone, vers 10 km d'altitude, lui, contrairement aux météores qui sont vers 900, eh bien, ça réfléchit l'onde radio très très bien. Et c'est pour ça qu'on a ces longues traînées que l'on voit également, il est indiqué airplane close.
Donc effectivement, les avions pour nous c'est une source de bruit en fait, parce que ça complique l'interprétation de la donnée. Ça c'est du bruit, un avion fondamentalement, mais je comprends dans Un même autre, écho, un autre type de bruit. un autre type de bruit. Est-ce que les trajectoires des avions, je sais qu'on ne parle pas de ça, mais ces trajectoires courtes, on en voit qui sont plutôt rectilignes, on en voit qui ont l'air de faire une espèce de grand S. Ça veut dire que l'avion est en train de décoller, d'atterrir, est-ce qu'il vole au même palier, est-ce qu'il descend d'altitude, du monde d'altitude? Voilà. Ça a une signification? Oui, tout à fait. La forme, on peut la retrouver très clairement. En fait, elle est due essentiellement à l'effet Doppler. Donc, c'est un double effet Doppler. C'est l'avion se déplace par rapport à la source, qui est l'émetteur, et donc il y a un effet Doppler. Et puis, quand il réfléchit l'onde radio, il est lui-même la source, et donc il se déplace par rapport à l'émetteur, au récepteur. Et donc, on peut très facilement expliquer ça. Quand on connaît la position de l'avion, on l'a déjà fait, on retrouve la position de l'avion parce qu'on peut enregistrer leurs signaux, notamment les fameux signaux ADSB. Et donc, on peut calculer cette courbe, on l'a déjà fait, et on retrouve la courbe. Alors, la forme exacte dépend en fait de l'endroit où passe. Imaginez que vous avez l'émetteur ici, le récepteur est là. Bon, l'avion peut passer comme ça, passer là, passer ici. Donc, en fonction de la géométrie, je dirais, on va avoir des courbes un peu différentes. Là, vous nous avez parlé de Brahms, qui est le projet professionnel, je veux dire. Mais on a une autre petite antenne ici, on a le même genre de détecteur, c'est le même genre de détecteur, je pense, que vous utilisez. Et ça, en fait, c'est destiné à voyager, contrairement à ces grandes antennes de 3 mètres que vous nous avez montrées. C'est une antenne mobile et qui, en plus, est destinée à voyager plutôt dans les écoles, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un projet qu'on a démarré il y a à peu près 2 ans, je dirais maintenant, qu'on a intitulé Monster. Alors, ne me demandez plus, c'est Mobile Station Radar. L'idée, c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, de se dire, en fait, c'est né du fait qu'on a régulièrement fait des journées portes ouvertes, où on a fait des démos vers le grand public, et je le ferai juste après ici. Et ça fonctionne en général toujours très bien, les gens sont intéressés, sont intrigués, et puis effectivement, parce que c'est quand même le but, on peut entendre un son, et je vais y revenir après. Et donc on s'est dit, finalement, il y a quand même un intérêt, et j'avais rencontré des professeurs aussi qui trouvaient ça très bien, et donc on s'est dit, pourquoi pas démarrer un projet pour pouvoir envoyer et faire la même chose dans une école. On s'est dit, qu'est-ce qui manque? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'antenne qu'on utilise, elle est trop grande, c'est pas facile à la monter, etc. Donc, c'est pas très pratique. L'antenne réceptrice. L'antenne réceptrice. Mais avec des collègues, on s'est dit, finalement, on pourrait monter une antenne beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus compacte. Et en fait, effectivement, c'est l'antenne que j'ai amenée ici. Donc, on voit ici juste un pied, un mât et l'antenne qui est simplement le tube du port ici. Bon, il y a eu des modifications, on peut le voir évidemment. Pourquoi on s'est arrangé pour que l'antenne ait plus ou moins la même sensibilité que notre antenne Brahms. Mais par contre, elle est facilement démontable. J'enlève 2 vis ici, j'ai 2 morceaux, ça c'est séparé. Donc maintenant, ce qu'on fait, plus combiné avec ceci, il y a un câble qui relie le récepteur à l'antenne. Et en fait, bon, moi je le fais en 5 minutes, on va dire que la première fois, il faut peut-être un quart d'heure, mais avec des explications très simples, ce système peut être monté très très rapidement et donc faire la même chose que ce qu'on fait professionnellement. Et donc ce matériel circule dans les écoles, vous l'amenez, ça marche comment? Il faut vous contacter et oui. Vous venez pas le mercredi après-midi parce qu'on vient à Afrique Science mercredi après-midi, mais vous y allez en semaine, vous l'installez pendant quelques heures ou c'est mis en dépôt ou ça marche comment? En fait, on a 3, presque 4 systèmes comme ceci. Et on a créé une boîte véritablement où en fait, on a déposé tout le matériel et on envoie cette boîte directement par courrier porteur ou par UPS ou autre. Les profs se débrouillent, ou les élèves se débrouillent. Les profs en général. Voilà. Donc la première chose pour nous contacter, c'est de passer par le site web officiel. Donc c'est Monster, donc comme Monster avec un M, Monster. Voilà, monster.aeronomie.be, voilà, le site, l'adresse est en rouge. Et donc là, vous avez la possibilité de marquer votre intérêt au professeur. Et donc à ce moment-là, nous on reçoit des informations et on recontacte les personnes. Et en général, ce qu'on fait, c'est on prête le matériel pendant 4 à 5 semaines, disons. Parce que ça permet aux professeurs d'adapter leurs cours et de trouver le meilleur moment aussi pour le faire. Parce que
c'est aussi pas forcément idéal. Ça fonctionne très bien quand il pleut, mais par contre pour le montrer, c'est moins agréable pour les étudiants. Donc voilà, avec 4-5 semaines, on se dit qu'il y a moyen de faire ça simplement. Il y a aussi une possibilité qui est de laisser tourner des données pendant plusieurs jours et pouvoir les analyser. Il y a plusieurs choses que les professeurs peuvent faire. Ce que je voudrais rajouter, si je peux encore, c'est que sur le site web, il y a aussi du matériel pédagogique qu'on a développé à destination des professeurs. Donc, avec des exercices de géométrie, l'effet Doppler dont j'ai parlé tout à l'heure, un peu de physique, un peu de contenu sur les météores, ce genre de choses. Donc ça peut intéresser les profs de géographie, mathématiques, physique, etc. Voilà, je crois que le message est bien passé. Le titre de cette session de notre rencontre, c'est Écouter les météores. Alors je vous propose de nous faire écouter les météores. On a bien compris maintenant tous les concepts. Non. Si on peut revenir un peu en arrière, voilà, celui-là. Donc en fait, ça c'est une image des données qu'on a enregistrées. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on fait généralement quand on écoute live, donc quand on enregistre live, en fait le signal, même s'il est émis à 50 MHz, au final, dans les données, il est enregistré autour de 1 kHz. Je ne rentre pas dans les détails techniques, maintenant c'est pas l'idée, mais par contre, il faut juste retenir une chose, c'est qu'autour de 1 kHz, c'est quelque chose qui devient audible pour l'oreille humaine. Et dès lors, c'est pas le cas quand on utilise ce boîtier, mais si après on y connecte un PC avec le programme qu'il faut pour jouer, comme je vais le faire ici, les données qu'on enregistre, ce sont des fichiers web, donc c'est un son audio. Voilà. Et donc on peut entendre en fait les échos de météores. Alors malheureusement, évidemment, comme vous allez l'entendre, on n'entend pas que ça, on entend aussi le bruit ambiant, on entend les réflexions sur les avions, le signal direct qu'on voit ici horizontal qui est très fort, mais on entend un son très caractéristique quand il y a un écho de météore, et je vais essayer de le jouer. Je vais peut-être rapprocher le micro, comme ça. Ouais, tu peux continuer à parler s'il faut expliquer. Désolé pour le bruit. Vous entendez comme ça? Ce qu'on entend, ce son strident, c'est essentiellement le signal direct et le signal de l'avion. Parce que c'est deux fréquences qui sont très proches l'une de l'autre, on entend cette espèce de petit phénomène de battement qu'on va entendre un peu mieux. Mais bientôt, vous allez entendre un petit truc aigu très court, un petit son aigu très court. 3 consécutifs, c'est les 3 traits verticaux que vous voyez. J'espère qu'on les entend bien. Le premier. Donc, et par contre, vous voyez que là tout au bout, enfin beaucoup plus loin, il y a un signal extrêmement fort et complexe qu'on va vite écouter. Là, ce qu'on entend, c'est celui de l'avion. Voilà le battement dont je parlais tout à l'heure. Là, on entend bien. Donc on va probablement arriver bientôt, on va entendre, voilà. Donc ça c'est l'écho qu'on voit en rouge, avec un son très très complexe, parce qu'effectivement on voit qu'il y a plein de fréquences différentes. Donc ça c'est un gros météore, enfin c'est un gros objet, moi. Alors, par gros va être relatif, à mon avis, ici on parle de quelques centimètres, mais effectivement, comparativement à tout ce qui tombe en permanence dans l'atmosphère, c'est gros. Des comme ça, on n'en a pas fréquemment en fait. Donc je vais quand même arrêter là. Oui, c'est pas vraiment grave ça. En termes de musique. Non, effectivement. C'est assez surprenant. Je vous remercie beaucoup pour vos explications, Hervé, et nous allons passer le micro au public si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage. Adrien, le micro, il suffit de faire signe. Si des gens veulent réserver le matériel aussi. Ça, ils peuvent venir vous voir peut-être Bien sûr. juste après. Merci beaucoup en tout cas déjà.